Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans notre invité. On reçoit ce mercredi Selim Labacha, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'agroalimentaire, la FNTA affiliée à l'UGTA. Maîtriser la mercuriale pendant le mois de Ramadan, c'est désormais possible. L'expérience renouvelée dans les marchés de proximité le prouve. 147 marchés dits de solidarité ont été ouverts dans 45 wilayas du pays pour faire barrage aux spéculateurs. L'occasion de poser la question sur leur pérennité et dresser avec notre invité un état des lieux sur l'agroalimentaire dans notre pays, un secteur à fort potentiel, le deuxième après l'énergie en matière d'exportation et donc très prometteur pour la diversification économique. Selim Labacha, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, rien que pour la wilaya d'Alger, 5 marchés ont été implantés à différents niveaux, notamment au Palais des Expositions ou encore sur l'esplanade du siège de l'UGTA. L'an dernier, l'UGTA a parlé de 3 millions de visiteurs à peu près sur ces marchés. Est-ce que ces marchés de proximité, de solidarité, comme vous les appelez vous-même, sont la solution à la spéculation dans notre pays sur les denrées alimentaires ? On ne peut pas dire que il ne peut pas être la solution à partir du moment où ce n'est pas la vocation de l'Union générale des travailleurs algériens de se substituer au ministère du Commerce, aux différents départements pour faire à leur place leur travail. Seulement, c'est une participation de l'Union générale des travailleurs algériens dans le sens d'essayer d'aider pour atteindre certains pouvoirs d'achat et pour promouvoir la production nationale. Ça a toujours été notre combat. Durant plusieurs tripartites, bipartites réservées, consacrées à l'économie. Donc, l'expérience nous a montré qu'à la veille de chaque Ramadan, les fêtes religieuses, il y a cette tendance des spéculateurs à augmenter les prix. Donc, nous avons dit que pourquoi pas, on va essayer de notre côté de ramener nos entreprises qui activent dans la Fédération agroalimentaire et essayer de les rapprocher du consommateur. Donc, du coup, le double impact sera atteint, à savoir permettre à l'entreprise d'être confrontée aux citoyens et de discuter avec les citoyens, de comprendre les attentes du citoyen pour, bien sûr, améliorer encore davantage les produits. Et permettre aussi aux citoyens, pendant Ramadan, d'avoir une solution de rechange, un échappatoire pour échapper aux spéculateurs qui à chaque occasion pareille, essaient de sucer le sang des citoyens. Donc, on offre une occasion réelle, ce n'est pas un discours, c'est une occasion réelle pour faire un choix et pour acquérir des produits nationaux à des prix intéressants et concurrentiels. Donc, cette année, c'est différent des autres années parce que c'est déjà depuis 2011 qu'on a lancé cette expérience. Et cette année, je peux dire que c'est une réussite totale. Pourquoi? Parce qu'il y a la conjugaison des efforts entre, bien sûr, d'abord les entreprises nationales, que ce soit publiques ou privées, et bien sûr le ministère du Commerce qui a participé avec l'UGTA à toute la phase de préparation. Et pourquoi une réussite? Parce qu'on a atteint aujourd'hui les 150 sites à travers les 48 wilayas. 45 48 wilayas, 150 sites. Entre-temps, il y a eu d'autres sites qui ont été ouverts. Après le début du Ramadan. Exactement. Et j'ajouterais que l'organisation, on a acquis une certaine expérience après 7 ans d'existence et on a quand même développé certains réflexes pour bien gérer ce genre d'espace. Alors justement, qu'est-ce qui a été fait concrètement? On parle de la disponibilité d'importants stocks de denrées alimentaires entre production et importation. On parle d'ailleurs d'une couverture de stock pouvant aller jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que vous le confirmez? Justement, je peux le confirmer parce que, j'allais le dire tout à l'heure, ça fait déjà 2 mois et demi, voire 3 mois, que nous sommes penchés avec le ministère du Commerce. On a tenu plusieurs réunions entre le ministère du Commerce et l'UGTA, auxquelles ils ont été conviés les opérateurs économiques, à savoir les entreprises qui activent dans l'agroalimentaire, public et privé. Nous sommes assurés de la disponibilité des denrées alimentaires et des différents produits pendant tout le mois et on a constaté que les stocks sont disponibles même au-delà du mois de Ramadan. Et je confirme ce que vous dites jusqu'à octobre, en matière de céréales et dérivés, les laits et dérivés, les viandes, toutes sortes de produits. On s'est rassuré par rapport à ces disponibilités et on a organisé avec ces entreprises et on s'est assuré par rapport à leur présence
sur le territoire national. Vous avez d'un côté des entreprises d'envergure nationale qui sont capables, ils ont une logistique, qui sont capables d'être présents partout. Privées et publiques. Privées et publiques. Ces entreprises-là, ils ont bien voulu nous accompagner, ils ont accepté d'être présents à travers tous les sites ouverts à cette circonstance. Nous ne sommes pas contentés de ces grandes entreprises, mais nous avons donné aussi l'occasion à certaines entreprises locales, des petites entreprises. Notamment celle de l'Ansège cette Notamment année. celle de l'Ansège, parce qu'il y a eu un effort considérable de la part des pouvoirs publics pour aider les jeunes. Et pourquoi pas, aujourd'hui, on leur offre une occasion d'être présents sur le marché, de se placer, de connaître le consommateur et de se faire connaître leurs produits. Donc, on a adjoint à ces grandes entreprises, ces petites entreprises localement. Et pour cela, on a... Vous avez une idée sur le nombre d'entreprises qui participent à cette opération? Les entreprises importantes, on a 87 entreprises et une quarantaine d'entreprises de l'Ansège. Maintenant, sur le niveau local, je n'ai pas encore le bilan. On est en train de suivre pour savoir qui a participé à cette manifestation. Alors, allez-y. Donc, je disais que cette année, au niveau central, au niveau national, le suivi de ces marchés est confié à la Direction générale de la régulation du ministère du Commerce et à la Fédération de l'agroalimentaire. On est en train de suivre les 150 sites. Et au niveau local, pourra être présent tout le temps, parce que ça ne suffit pas de faire des visites un peu partout, on ne peut pas être partout à la fois. Donc, on a préféré responsabiliser les différents DCP des différents wilayas, ainsi que les unions de wilaya UGTA au niveau des wilayas. Donc, est-ce que vous confirmez aussi que les prix d'usine et les prix de gros, ça dépend des entreprises, ce qu'elles veulent faire, puisqu'elles ont le choix de présenter leur production sous les prix qui les arrangent le mieux. Oui. Les consommateurs font des économies d'environ 30% par rapport aux prix qui sont appliqués dans les marchés de détail. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai, parce que l'équation, c'est basé sur une équation gagnant-gagnant. Maintenant, on a invité des entreprises, ce n'est pas pour les obliger à pratiquer certains prix, mais on préfère, parce que il faut que tout le monde s'y trouve. Et le consommateur et l'entreprise, on ne peut pas avantager l'un sur l'autre, parce que ça, c'est mauvais pour notre économie. Donc, il faut que tout le monde soit gagnant. Pour être gagnant, on a permis à ces entreprises de réfléchir sur les prix qu'ils doivent mettre à la disposition du consommateur, de telle façon à arranger leurs intérêts économiques et à arranger le pouvoir d'achat des citoyens. Et elles étaient partantes. Oui, et elles étaient partantes, et je les salue pour ça. Donc, le fait d'être présent, vous savez qu'on a rapproché l'entreprise du consommateur, donc on a fait sauter pas mal d'intermédiaires. Et souvent, les intermédiaires, la spéculation, elle est entre le consommateur et le producteur. Alors, justement, Salim Labacha, vous dites que vous, à votre niveau, au niveau de l'UGTA, vous n'avez pas la prétention de dire, évidemment, au gouvernement ce qu'il faut faire, mais avec ces marchés de proximité, de solidarité, vous pointez un peu du doigt ce qui ne va pas dans les marchés de détail, et vous avez tout de même fait ressortir une solution conjoncturelle, puisqu'elle intervient uniquement le mois de Ramadan. Vous n'allez pas nous dire que le gouvernement reste sourd ou aveugle face à ce qui peut représenter aujourd'hui une solution par rapport à l'inflation dans notre pays. Vous savez que l'UGTA a toujours été une force de proposition par rapport au gouvernement et par rapport au patronat. Et même cette expérience, on la présente comme une proposition. Mais ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans et qu'elle réussit, et des témoignages des citoyens. Mais on ne sort pas du cadre de Ramadan. On ne sort pas du cadre de Ramadan. Pour quelle raison, à votre avis ? Malheureusement, mais justement, c'est l'occasion pour dire qu'il est nécessaire de trouver les mécanismes et les moyens de pérenniser ce genre de manifestation, parce qu'elle a démontré son succès, le succès des entreprises nationales, et on est en train de promouvoir la production nationale, et le succet auprès des citoyens. Et le pouvoir néfaste des intermédiaires, des spéculateurs. Justement, l'informel en Algérie cause beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, on doit avoir une certaine volonté, une volonté politique, une volonté économique,
pour éradiquer ce phénomène. Et pour cela, il faut la conjugaison des efforts de certains départements ministériels. Non, mais ma question, en fait, je vais vous la poser plus concrètement. Est-ce que vous pensez qu'au niveau des gouvernements passés, en tout cas, on verra avec l'actuel, est-ce que vous avez senti une certaine volonté, justement, d'appliquer ces marchés ou de les pérenniser de façon à faire barrage aux spéculateurs? Cette volonté, cette volonté du gouvernement, on la sent parce que déjà, ils sont associés à cette opération. Je parlais du ministère du Commerce qui a co-organisé avec nous cette manifestation. Mais je parlerai aussi du ministère de l'Agriculture et de l'Industrie qui ont fait des efforts encore. Des efforts à l'endroit de leurs entreprises pour participer avec nous dans cette opération. Donc, je crois que c'est positif de leur côté, mais seulement aujourd'hui, il faut trouver des mécanismes pour pérenniser cette action. Alors, lesquels? Qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas, on peut peut-être proposer, il y a du patrimoine des offices des soutes. À la fin des années 90, à l'exemple de l'INAFLA, l'OFLA et tout ce qui s'ensuit. Je crois qu'il faut d'abord créer une réflexion autour de cette question. Pourquoi ne pas récupérer ce patrimoine, créer des espaces dans ce patrimoine et gérer ces espaces pour les mettre à la disposition de ces entreprises productives qui sont aujourd'hui présents avec nous sur les 150 sites, les mettre dans ces espaces pour travailler à longueur d'année. Je crois que c'est une des solutions. Vous avez fait cette proposition? Pour l'instant, on est en train de réfléchir avec Sidi Saïd. Dernièrement, on discutait. Après avoir constaté ce succès, tout ce qui s'ensuit, on a dit qu'il est nécessaire aujourd'hui de préparer un dossier dans ce sens et de le présenter aux différents départements ministériels en charge de ce dossier pour essayer de mettre en œuvre ce dispositif. Alors, on verra par la suite, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous pensez, vous qui êtes dans le domaine de l'agroalimentaire, est-ce que vous pensez que nous sommes capables aussi de faire une politique de prospection de prospective sur l'offre et la demande, parce que on le sait, il y a des pics dans la demande, notamment lors des événements religieux comme Ramadan. Cette année, on a vu que les Algériens ont moins stocké que les années précédentes. Peut-être qu'ils ont compris justement qu'il y a la disponibilité et qu'il n'était plus nécessaire de stocker massivement. Voilà, ils ont été rassurés. Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire cette prospective sur les stocks à longueur d'année déjà, et ne pas tomber dans les pièges de... Moi, je crois que ces fluctuations sur les prix, c'est le fruit des spéculateurs. Ces spéculateurs qui échappent à tout contrôle. Moi, je crois qu'il faut agir... Vous pensez que c'est la seule raison? Non, je crois que c'est l'une des raisons principales, l'une des raisons qui influe considérablement... Et l'offre et la demande? L'offre et la demande, on n'a pas de problème d'offre et de demande. Vous savez que les Algériens stockent parfois on dort des produits de saison. C'est normal qu'il faut attendre la saison, mais il y a un système de régulation qui est mis en place. Par exemple, je prends à l'exemple la pomme de terre. Justement, c'est un bon exemple. La pomme de terre, dernièrement, elle a atteint des pics, malgré des efforts qui ont vu des stocks énormes constitués par le ministère de l'Agriculture. Les stocks énormes, donc l'offre existait, mais ça n'a pas permis de contrôler les prix. On a atteint des pics avec la pomme de terre. Oui. Et seulement, il y avait la disponibilité de la pomme de terre. Oui. Donc, moi, je crois que c'est la spéculation qui fait rage dans ce domaine. Ce n'est pas l'offre. Parce que l'offre, on arrive toujours à constituer nos stocks pour répondre favorablement à la demande du marché national. Donc, pour vous, éliminer les spéculateurs... Pour nous, il faut un effort considérable à l'endroit de l'informel. Vous savez, l'informel aujourd'hui aussi, il se nourrit essentiellement de l'importation. Et l'importation, elle concurrence la production nationale. Donc je crois qu'il faut trouver aussi des mécanismes pour les jeunes qui vendent au trottoir, c'est pas un problème. Le problème, c'est la source qui alimente ces marchés. Donc, si ces marchés sont alimentés à partir de la production nationale, tant mieux pour nous. Pourquoi pas? Mais le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que cette concurrence vient de l'importation. Et je crois qu'il faut avoir des mesures à l'endroit de l'importation. Et aujourd'hui, il y a des mesures avec l'introduction
des licences d'importation pour essayer de réguler un petit peu l'importation et de ne pas laisser cette anarchie qui régnait à un certain moment. Aujourd'hui, il y a la sonnette d'alarme, il y a le cri d'alarme, il y a la chute du prix de baril du pétrole et on ne peut plus se permettre ce qu'on se permettait hier, on ne peut plus se permettre d'importer n'importe quoi à n'importe quelle quantité. On doit importer quelque chose d'utile. Alors, dans l'agroalimentaire, par exemple, vous qui connaissez bien le domaine, quelles sont, par exemple, les importations sauvages, j'allais dire, qui ne sont absolument pas nécessaires et qu'on pourrait abandonner aujourd'hui? Vous savez, nous avons un tissu industriel assez appréciable. Depuis la phase des années 2000, après l'abandon de la politique de la privatisation, il y a eu des efforts considérables, financiers considérables dans ce secteur et aujourd'hui, il y a un tissu industriel appréciable qui est capable de produire des qualités aux normes et qui est capable de produire des quantités demandées par le marché et qui est même capable d'exporter. D'ailleurs, il y a des tentatives aujourd'hui et des expériences, des exportations vers l'Afrique. Oui, on va y revenir. Et donc, moi, je dirais qu'en dehors de ces produits, ce qui est nécessaire d'importer, c'est d'abord la matière première. Vous savez, c'est là le problème dans l'agroalimentaire, parce qu'on a aidé le secteur, l'industrie de la transformation, mais on n'a pas aidé l'amont agricole. Aujourd'hui, il est nécessaire d'annexer l'amont agricole à cette industrie de transformation de telle façon à ce que l'entreprise productrice, elle va produire pour son compte. Aujourd'hui, si on continue à importer des céréales, la poudre de lait et autre chose, les matières premières pour la transformation, on pourra déjà commencer à les produire chez nous par les entreprises concernées et réduire au fur et à mesure les importations. Et comme ça, on pourra participer même à la réduction de la facture d'importation. Oui, mais Selim Labacha, ça c'est dans l'idéal. C'est pas dans l'idéal. Vous savez que il y a une mesure. Vous savez qu'au niveau de l'agriculture, au niveau agricole, l'insuffisance de la production. Parfois, nous avons des pics de surproduction. Je termine ma question. Couplé à une demande massive, on en parlait, de produits agroalimentaires, fait que l'Algérie reste, malgré tous ses efforts, un pays structurellement importateur, notamment dans l'agroalimentaire. D'accord. Donc comment trouver des solutions avec ces paramètres-là? D'accord. J'étais en train de dire que les sociétés de gestion de participation ont été, après la révision des capitaux, la loi sur les capitaux marchands, ont été dissous. Et ont été remplacés par des groupes industriels. Donc on a introduit la notion de groupe industriel. Les SGP avaient une mission de privatisation et puisqu'on n'est pas là, aujourd'hui il y a des groupes industriels qui ont mission de reprendre ces entreprises pour améliorer la production, la qualité. Leur mise à niveau. Leur mise à niveau, exactement. Et dans ce schéma-là, il y a une réflexion qui a fait qu'il y a une résolution qui donne des exploitations agricoles, de grandes exploitations agricoles, parce qu'aujourd'hui, l'effort de l'investissement est orienté vers la création de grands espaces agricoles. Ce n'est plus comme auparavant des espaces minimes, réduits, oui. Et vous savez la difficulté de la gestion des espaces réduits. Oui. Donc ces investissements vont certainement améliorer d'année en année en termes de rendement et de superficie. Et les 169 fermes agricoles qui étaient détenues par la SGP et GDA, aujourd'hui, ils ont été répartis à travers des groupes industriels. Ces mêmes groupes qui sont importateurs de matières premières, à savoir l'ONAB, l'OAIC, l'ONIL et d'autres groupes. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle mission assignée à ces groupes. C'est quoi? Vous avez vos terres, développez votre matière première. Et je crois que comme ça, l'entreprise en elle-même, qui sait la valeur de cette matière première, aura à faire des efforts, même en termes d'investissement, pour améliorer les rendements des entreprises. Donc, selon vous, on importera beaucoup moins dans les années à venir, dans les 2 ans à venir, beaucoup moins de poudre de lait, beaucoup moins de céréales. Selon cette politique, ce partage, donner les capacités... C'est l'objectif. C'est l'objectif. Mais on verra. Le temps nous le dira. Alors, on parle aussi, désormais plutôt, du nouveau système organisationnel et de restructuration du secteur agroalimentaire. De quoi il s'agit
concrètement, hein, sans entrer dans les détails techniques? Justement, j'en parlais tout à l'heure. Concrètement, c'est que d'essayer de ramener l'amont agricole à l'industrie de transformation. Donner l'opportunité à l'industrie de transformation de produire sa propre matière première. Donc il s'agit de cela concrètement. Il s'agit de cela concrètement, exactement. Mais aussi, puisque vous avez fait des propositions dans ce sens, quelles sont vos réticences en tout cas? Non, les réticences, c'est qu'avec cette politique, il y a l'option de partenariat public-privé. Oui. Et là, vous êtes contre? On n'est pas contre, non. On n'est pas, parce qu'on fait partie des tripartites, on a été parmi les précurseurs dans ce domaine. Vous avez émis des réserves? On a émis des réserves par rapport à l'exécution de cette politique sur le terrain. C'est-à-dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a besoin de partenaires fiables, de partenaires qui apportent une technologie, un savoir-faire, qui apportent de l'investissement, un fonds. On a besoin de partenaires qui peuvent améliorer le rendement de nos terres. On n'a pas besoin de partenaires qui n'ont rien à voir avec l'activité en elle-même. C'est ça ce qui nous dérange. Aujourd'hui, on veut des professionnels qui soient associés à l'entreprise publique, donc partenaires, pour améliorer ensemble notre économie. Donc ce n'est pas des nouveaux venus, des gens qui n'ont rien à voir avec l'activité, qui débarquent aujourd'hui, puisqu'il y a une opportunité pour se faire des affaires. Mais quelqu'un qui espère investir dans ce domaine, qui a un capital important... On parle de professionnels. S'il y a des professionnels, marhaba, comme on le dit en arabe, des professionnels qui savent, qui connaissent l'activité, qui savent faire les choses et qui peuvent nous accompagner pour améliorer. Mais seulement, la conduite déjà le partenariat de 25 fermes pilotes qui ont été lancées début du mois de mai, on a vu que ça n'a pas été fait dans le bon sens. Il y a eu une précipitation et cette précipitation, il y a eu beaucoup d'erreurs. Dans quel sens? Quelles sont ces erreurs? Par exemple? Par exemple, le respect des procédures. C'est très important. Quand on lance une opération pareille d'envergure, on doit respecter les procédures. Parce que si on ne respecte pas les procédures, il y aura des défaillances un peu partout. Et ces défaillances auront un résultat négatif sur l'activité de la ferme en elle-même. Les procédures administratives, agricoles? C'est des lois. Les lois de notre pays. Pour assurer la concurrence loyale. Écoutez, nous avons des opérateurs économiques en Algérie. Il faut qu'on l'offre le même accès à tous. Seulement, il y a une concurrence qui fait que demain, celui-là présente mieux que l'autre. Mais on ne doit pas faire les choses en catimini de telle façon à cacher une chose par rapport à des opérateurs et offrir toute l'information à un seul opérateur. Donc, vous dites aussi que les opérateurs qui ne respectent pas la loi... Donc là, on est dans l'informel, on revient à la question de l'informel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Les opérateurs qui ne respectent pas la loi de notre pays concernant les investissements, justement. Justement, quand nous avons affaire à des entreprises, la loi sociale d'abord, puisqu'en tant que syndicat, on commence par là. Par rapport au travail. Il y a une expérience déjà. Certains privés continuent à ne pas respecter les lois de la République, à savoir la 90-11, la loi 90-11 qui gère les relations de travail, la loi 90-14 qui gère l'exercice du droit syndical. Ils continuent à ne pas payer les cotisations par rapport à la CNAS pour sécuriser le travailleur. Et si demain il y aura d'autres opérateurs pareils, donc je crois qu'il est le moment idéal pour d'assainir un petit peu la situation. Exactement, et pour assainir d'une manière générale. Alors, on en arrive à la dernière question de l'émission. Avec la mondialisation des marchés, les entreprises du secteur agroalimentaire vont être forcées, on le sait, d'opérer ou de garder en tout cas le cap dans un espace de plus en plus compétitif. D'abord, quels sont nos atouts? Quels sont nos atouts d'abord? Et puis, le marché africain est-il à notre portée? Rapidement. Rapidement, je dirais d'ailleurs que la notion de la sécurité alimentaire est très importante. Aujourd'hui, on doit offrir les solutions de l'amont agricole à l'industrie de transformation, surtout dans une conjoncture mondiale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, animée par une rareté
de la matière première. Vous savez qu'il y a des détournements de la matière première par rapport à la production du biogaz, il y a les feux de forêt, les conditions climatiques, ont fait qu'il y a de plus en plus de rareté de la matière première. Et cette rareté induit une spéculation dans les bourses mondiales. Donc il est plus que primordial, il est plus que nécessaire de développer notre propre matière première ici en Algérie avant qu'il soit trop tard. Et vous dites que nos atouts, par rapport à nos atouts, nous sommes... On est à la porte du continent africain. Oui. Oui. Nous avons les Non, par rapport à l'aspect technologique d'abord. L'aspect technologique, je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes au point dans l'industrie agroalimentaire. Nous avons des installations modernes, nous avons le savoir-faire, nous avons le produit qui répond à aux normes. Et donc le marché africain devrait être à notre portée. Exactement. Puisque nous avons les infrastructures pour transporter nos marchandises vers l'Afrique. Très bien. Salim Labacha, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'agroalimentaire, la FNTA. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission sera en replay sur les www.entv.dz. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de notre invité. Très bonne suite des programmes. Au revoir.